Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique ? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Il y aura le jingle dans tous les cas. Tu peux demander à ChatGPT bientôt, je pense, de te faire un jingle. À mon avis, il saura te faire quelque chose. Un jingle hyper personnalisé. Quoi, il est pas bien mon jingle là Mon jingle actuel Il faut que je le réécoute, c'est pareil. Il faut que je le réécoute. Okay. On reste Bon, pas 30 secondes, on reste pas 30 minutes sur le jingle de toute façon. Non. Mais cet épisode, tu vas l'écouter, comme ça tu me diras après ce que t'en penses. Super. Du jingle, du coup. Bah nickel. Salut Jérémy, comment ça va ? Eh ben écoute, ça va très bien. C'est la Très première bien. fois qu'on se voit. Oui. Et je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Bah oui, je pense aussi, en tout cas. Alors, t'es Head of Quality chez Celle-ci et tu as à ton actif plus de 15 ans d'expérience dans la qualité logicielle. Tu m'as suggéré plusieurs thématiques à aborder dans le podcast, dont le BDD, donc Behavior Driven Development, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce qu'on a des personnes qui ne connaissent pas la qualité, qui écoutent le podcast. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà pour ta petite présentation. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta presse ? Bah, je crois que tu as dit déjà pas mal de choses. Et c'est vrai que quand je t'entends dire 15 ans, bah, ça commence à faire finalement. Bah ouais, hein. T'avais pas réalisé ? Si, si quand même. On voit la retraite qui se rapproche petit à petit, même si elle s'éloigne pour d'autres raisons, mais bon. Ouais, la fameuse. Et mais sinon, ouais, en effet, on peut parler un petit peu BDD forcément, et on pourra parler de plein d'autres choses, d'automatisation et tout ça. Yes. Forcément plein de sujets. La qualité, c'est beaucoup de choses. La qualité, c'est beaucoup de choses. Ouais, c'est clair. C'est très complexe contrairement à ce qu'on pourrait croire. Exactement. Ok. Alors, c'est quoi pour toi un produit de qualité ? Alors, le produit de qualité, j'ai déjà entendu. Tu la poses souvent cette question. Hein. Oui. Et c'est vrai que c'est pas une question qui est évidente c'est pas une question évidente, mais un produit de qualité, je pense que c'est, on a chacun sa façon de voir les choses. Moi, c'est un produit finalement où j'ai pas besoin de me poser de questions. C'est un produit que je sais utiliser. J'ai pas besoin d'avoir de notices, j'ai pas besoin d'avoir grand chose. Il marche, il est intuitif et voilà. Et pour moi, c'est vraiment ça, quelque chose de qualité. C'est là où finalement on n'a plus besoin de se poser de questions et presque tout glisse sous la main. Ouais. J'ai pas besoin de chercher. C'est ça. Il Et fait ce là, que je pense t'attends de que lui et basta. exactement. Et si on arrive à là, je crois que c'est qu'on a fait un bon travail à tous les niveaux. On a pu identifier tous les problèmes qu'il y avait pu avoir, mais problèmes assez bêtes, hein, mais des erreurs 500, des problèmes de côté back, des problèmes côté front. Et en plus de ça, on est allé même plus loin et on a travaillé aussi sur toute la partie usage, expérience, utilisabilité, comme on dit. Et pour moi, vraiment, c'est ça qui fait que là, on arrive à quelque chose de top. Ok, c'est intéressant. T'as jamais été attiré par le métier du X ou du U ? Je sais pas si j'ai déjà été attiré par ce genre de métier ou pas, mais clairement, je pense que c'est là où c'est là où on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer partout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, au tout début. C'est tellement grand le monde de la QA. On a un rôle à jouer partout parce qu'en fait, on doit être proche de tout le monde et on doit comprendre les problématiques de chacun. Et c'est vrai que c'est ça que je trouve chouette et important. Et c'est pas juste se dire ok, ça marche, c'est vraiment d'aller plus loin et de se dire ça marche, mais est-ce que ça marche et que c'est intuitif et c'est bien quoi. Et voilà. Et là vraiment c'est là où je pense qu'on arrive à avoir fait un bon travail. Donc est-ce que je suis attiré par ça? Je pourrais pas te le dire. Mais en tout cas, tu parles comme un UX designer, donc reconverti peut-être bientôt. peut-être. Et je pense que c'est une reconversion qui peut se faire assez facilement, passer de la qualité, passer de l'un vers l'autre, ou de l'autre vers un. Je pense que ça marche bien. Ouais.
Après, c'est vrai que on rajoute aussi de plus en plus maintenant, de toute façon aussi, toute la partie accessibilité, hein. Mmh. Donc, et ça fait partie finalement du design aussi, mais, c'est vrai que l'accessibilité, on l'a découvert un petit peu dans mes anciennes expériences quand j'ai bossé chez Usign entre autres, Mmh. où, on parlait un petit peu d'accessibilité et c'est vrai que c'est des choses aussi qu'on connaît pas trop en tant que testeur, en fait. Bah, non. Il y a toute la partie, on a découvert en fait, bah, par exemple que sur Mac, on avait la possibilité de mettre en place la lecture audio des boutons Ouais, ouais. et c'est vrai que, bah, ça, c'est des choses qu'on fait jamais et pourtant bah, ça représente quand même une partie, non négligeable de la population maintenant. Donc, c'est des choses importantes à faire et qu'on fait jamais donc, mais c'est une part du i finalement, du i, du x Yes. et qui a son importance de plus en plus. Bah, c'est super important. Bah, on en parlait avec, Abderrazak dans le dernier interview et surtout avec, Antonio. Je crois que c'était l'épisode, non, le 8, je crois que c'était Marc, donc le 9 ou le 10, bon bref, dans Il y a les trop épisodes du d'interviews. début. Et en fait, enfin, il fait vraiment un focus parce que lui, il est vraiment spécialisé là-dedans. Et enfin, il faisait un constat, il disait que c'était catastrophique, tu vois. T'as 5% des, aujourd'hui des logiciels, donc sites web, apps confondus, qui sont inaccessibles, enfin qui sont accessibles. Donc tu as 95% restants qui sont, enfin c'est énorme. Et là, à la fin de l'année, il y a une réglementation qui passe. Donc si Mmh. jamais il y a des entreprises qui nous écoutent, il y a une réglementation qui passe, où les amendes vont commencer à tomber, 20 000 euros par, est-ce que c'est par page ou est-ce que c'est par site non accessible. Donc ça va commencer à chiffrer, tu vois, pour des grosses boîtes. Mais en même temps, est-ce que ces grosses boîtes-là n'ont pas de l'argent qu'elles sont prêtes à perdre, tu vois? Est-ce que 20 000 euros c'est assez? Je suis pas sûre. Je sais pas du tout, c'est une bonne question. En tout cas là, nous, dans dans l'expérience dont je te parlais, il y avait un vrai sujet parce que du coup, donc c'est Usign, c'est la signature électronique Mhm. et on doit être en capacité, bah, n'importe qui doit être en capacité de signer un document Mm. et c'est pour ça que c'était important et qu'il y avait vraiment un rôle à jouer. Après, est-ce qu'il y a, un rôle à jouer sur toutes les applications? C'est une bonne question. C'est une question qu'on peut se poser. Je j'ai pas la réponse. On n'a pas la réponse à tout, c'est sûr. Mais en tout cas, sur celle-ci, j'ai pas la réponse et je pense qu'en effet, dans certains cas, c'est très important et dans d'autres cas, ouais, peut-être on peut trouver des justes milieux. Ouais. Puis au moins donner l'option à tout le monde. Je pense Ouais. que ça c'est peut-être même le b.a-ba, tu vois. Si l'option est là et qu'on s'en sert pas, bon, c'est pas grave. Mais au moins l'option est là en cas de besoin. Mmh. Tout à fait. Ok. Bon, on diverge un petit peu, mais c'est Mais intéressant. complètement, mais c'est pas grave. Je te préviens, Voilà, ça va être comme ça pendant toute l'interview. ça va être ça pendant tout l'interview. De toute façon, je pense que c'est ce que les gens aiment en fait. Quand ça diverge, ça part dans des discussions et tout. Ça intéresse un petit peu. Ouais. Parce que pour écouter les 45 minutes d'une trade, généralement, c'est que on rentre un peu dans la conversation. Et... Enfin, dites-nous, les auditeurs, si ça vous plaît, en tout cas. Ok, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, Jérémy, du coup? Je vais essayer de pas perdre justement les auditeurs à ce moment-là. Non, tu peux. Si, c'est hyper intéressant d'avoir les parcours des gens. J'ai vu Nicolas qui est vachement rentré dans le détail Mmh. et enfin moi ça m'a beaucoup intéressé. Donc si D'accord. tu veux rentrer dans le détail, vas-y, fais-toi plaisir. Bah, pour parler, un peu de moi forcément donc, si tu veux que je parle de mon parcours. Oui. Moi donc j'ai commencé avec un DUT informatique, heu et donc je l'ai eu en 2006 et je suis arrivé, comment je suis arrivé dans la qualité, tout bêtement avec une ESN. Alors à l'époque ça s'appelait une SS2I, ça c'est pour les anciens qui nous écoutent. Ça s'appelle encore SS2I SS2I, hein. Enfin, il y en a no quelques-unes. non, on parle plutôt de ESN maintenant. On parle plutôt de SN, c'est vrai. Mais quand tu dis SS2I, tu vois, Il y a encore des gens qui bah comprennent, oui, encore des gens mais qui ça c'est les comprennent. vieux de la vieille. Et donc j'ai commencé avec Appsid. Appsid, c'était une boîte très, très chouette et c'est eux qui m'ont positionné finalement sur une mission, sur de la qualité. Chose qu'on connaît pas du tout à l'époque, que moi je connaissais pas et je pense que beaucoup de gens qui sont arrivés dans la qualité, bah, ils ont découvert sur le tard.
Mmh mh. connaissaient pas spécialement ou mis à part avoir fait quelques tests parce qu'à un moment donné, ils ont dû développer quelque chose, ils ont dû, heu, ils ont dû se mettre dedans et donc là, bah, moi, j'avais vraiment une mission, avec Appseed, chez Metro. Metro, le grossiste qui c'est un Metro Cash and Carry France pour tout dire OK. et heu et en fait, il me positionne donc, sur cette mission où je dois faire du test, où finalement, bah, ça me plaît moyen, sans plus, pas particulièrement. Mais plus j'avance et plus je me rends compte que j'aime bien et qu'est-ce que j'aime bien en fait? C'est j'aime bien être au milieu de tout le monde et faire l'espèce de lien entre, bah, la tech, où il faut comprendre un peu la tech et du coup du de fait de mon background, technique avec cette IUT, bah, je comprends un peu ce qu'ils disent et de l'autre côté le produit. Le Mmh mh. produit qui lui veut absolument, avoir son bouton à gauche, à droite, ou, pouvoir faire ça, pouvoir faire une nouvelle feature. Et se trouver au milieu de ces 2 mondes, je retrouvais un peu, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la communication. La communication, l'échange, essayer de rendre tout le monde content et heureux et en étant au milieu, bah, finalement, on arrivait un petit peu à pouvoir, bah, dire au produit: «Bah, en fait, non, c'est ce que tu veux, c'est très dur à faire Mmh. et peut-être qu'il faudrait que tu lâches un peu de lest». Ou pouvoir dire aussi côté tech, bah, en fait, côté tech, c'est vrai que c'est chiant cette feature à faire, mais elle apporte vraiment beaucoup de choses Ouais. et il faut absolument la faire et vraiment être au milieu, ça c'est ce qui m'a vraiment le plus plu et c'est ce qui m'a vraiment animé, depuis que je fais de la QA et puis après, bah, s'en est suivi plein d'entreprises, Canal+ où j'ai fait, beaucoup de rencontres hyper chouettes, hyper intéressantes et Canal+, franchement, très, très bonne, voilà, une très bonne expérience, de très bons souvenirs. C'est là où j'ai rencontré Lydie donc, qui avait animé à l'époque, donc la Paris Conf dont on parlait tout à l'heure. Mmh. La première qui a été montée, avec plein de gens très chouettes et heu et où du coup, bah, j'ai fait mes premières armes. On a commencé justement là avec Lydie, on avait découvert justement le BDD à l'époque, le Behavior Driven Development avec, avec du coup, bah, aussi le framework Cucumber. Mmh mh. C'était les débuts, c'était les prémices de tout ça, c'était vraiment très chouette. On avait fait, pour la petite anecdote, on avait pu faire un petit livret. On avait du budget un peu chez Canal. Oui. On avait pu faire un petit livret sur le Behavior Driven Development qu'on avait distribué à toutes les équipes tech. Un Ah petit sympa. dépliant, petit fascicule, pour dire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire et c'est vrai que quand on y repense, on était quand même pas mal, je trouve. On était Ouais. pas mal parce qu'en fait, les vérités qu'on donnait, c'était vraiment les vérités à avoir. Je pense que si je retrouve, je pourrais si ça vous intéresse, je pense que je pourrais retrouver cette présentation et je OK. pourrais te l'envoyer. Faudrait quand Ouais, même que je je la demande à mettrai dans Lydie les si liens. je peux vous la filer, mais à mon avis, je pourrais vous l'envoyer, ouais Je la mettrai dans les liens et et bah, avec plaisir. tous les techs, à qui, vous les avez distribués, ils l'ont lu? C'était compliqué. C'était compliqué à Canal parce que, c'était, il y avait, il y a toujours du politique dans n'importe quelle entreprise. Il y avait un peu de politique forcément et donc je pense qu'il y a des changements comme ça, comme Ouais. le BDD, le Behavioral Driven Development où, il faut que ça soit accompagné et là on était juste la petite équipe QA qui voulions mettre des choses en place, des nouveaux process et donc ça partait peut-être un peu trop du bas pour Mmh mh. remonter aux équipes tech OK. et je pense qu'on aurait dû avoir un sponsor. Si on avait eu un sponsor peut-être un peu plus fort, du CTO, du CPO à l'époque, ça aurait peut-être été un peu plus simple. Après, c'est pas qu'ils voulaient pas forcément nous sponsoriser ou quoi que ce soit, c'est plus qu'ils voulaient essayer de laisser faire ça, naturellement. Mais je pense que comme tout gros changement dans une entreprise, c'est, il faut que ça soit conduit et il faut qu'il y ait de la conduite du changement, il faut que ça soit accompagné et là, on était trop petits, nous, à notre niveau, pour pouvoir faire des choses. Mmh, 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 mmh. Parce Ouais. qu'on se rend pas compte, mais en effet, je pense que c'est vraiment un changement structurel sur la façon de travailler. Parce que, bah, ça nécessite de devoir, de changer les échanges qu'on a avec les équipes tech, avec le produit et c'est ça qui est pas évident à faire. Ouais. Bah, faut que ce soit, oui, clairement de la stratégie. C'est, Farah qui en parle super bien, tu vois? Le fait d'apporter une culture de la qualité où, en fait, faut vraiment avoir les gens
enfin, la tête pensante, les gens qui prennent les décisions et qui le fassent de manière hyper volontaire, quoi. Parce qu'en fait, sans ça, bah, chacun va rester sur bah, sa manière de travailler au quotidien. Et puis va s'adapter comme ça, mais ça va être très compliqué de faire changer les gens, en fait, si t'as pas de décision stratégique qui est prise, quoi. Et encore, même quand on a une qui est prise, tu vois, ça peut être compliqué aussi de faire sortir les gens de leurs habitudes. Mm. Tout à fait. Non, clairement. Clairement et puis, bah, encore une fois, hein, et ça l'est avec le BDD, mais les gens ont tendance aussi à associer ça beaucoup trop facilement à l'automatisation Mhm. et c'est vrai que, bah, c'est aussi ça qui est difficile, c'est de montrer que finalement c'est plus une méthode que, de parler d'automatisation. Mais comme dans beaucoup de choses, on veut être rapide, on veut aller vite et bah, on fait des raccourcis et les raccourcis des fois sont pas forcément les bons Mm. et mais bon. Mais en tout cas, voilà, pour revenir sur Canal+, c'était vraiment une très, très bonne expérience et j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Et après, bah, il s'est passé des choses chez Canal+ qui ont fait que je voulais voir un peu ailleurs. Je voulais Ouais. voir un peu d'autres choses. Ça faisait 9 ans que j'étais chez eux quand même, donc ça commençait à faire Mhm. et j'ai suivi, bah, toujours Lydie finalement. Vous allez croire que je suis tout le temps Lydie, mais bon. J'ai suivi Lydie, donc Lydie Lelore au PMU et qui m'a accueilli en tant que test lead et pareil, PMU, expérience très chouette et mais plus courte parce qu'après, bah, il y a tous les souhaits aussi, la famille, tout ça, qui font que, bah, on décide de partir de la région parisienne pour aller ailleurs. Donc pour mon cas, c'était Bordeaux, heu et où Bordeaux finalement, bah, PMU, Betclic, le lien sur, l'application de paris sportifs Yes. et puis enfin, bah, derrière, quand j'ai pu arriver à Bordeaux, qu'on s'est installé, j'ai commencé à chercher un peu plus, sur sur un métier qui me plaisait plus et qui avait plus de sens Mhm. et c'est pour ça que je suis parti chez Usign et où je suis resté quoi? 2 ans à peu près. Mhm. Usign très chouette aussi, j'ai fait très belles rencontres. Heu, j'ai retrouvé, Thomas avec qui j'avais travaillé chez Canal+, Thomas Faquet donc qui est responsable, qui a animé, la Paris Test Conf cette année encore et puis une autre personne aussi, j'aime bien citer les noms, tu pas à me dire si c'est embêtant. Oui, non, faut pas hésiter. Ça, Mais ça les amènera au podcast. exactement et Sylvain Viol aussi qui est quelqu'un de super et qui m'a beaucoup fait évoluer, côté technique et ce qui me permet aujourd'hui, bah, d'être, je pense, meilleur sur la partie technique Ouais. et sur la partie management, je pense que je me suis formé sur le tas et ça marche plutôt assez bien. Mais sur la partie technique, je pense qu'aujourd'hui, en tant que QA, c'est important de s'y pencher, c'est important d'y aller et heu et grâce à lui, bah, j'ai pu continuer à me faire mes armes sur la partie technique. Ok. Voilà un peu mon parcours. Donc oui, je te parle de Usign, je te parle même pas de ma dernière, de Bah, l'entreprise c'est dans ce que laquelle je j'allais suis dire. aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es chez celle-ci, donc Aujourd'hui, je suis chez celle-ci et j'ai un poste de Head of Quality. Head of Quality parce que c'est assez drôle en fait, chez celle-ci, j'ai 2 équipes à ma charge. J'ai une équipe de QA qui est forcément donc de QA engineer qui est plus axée sur toute la partie qualité, mais j'ai aussi ce qu'on appelle des product support specialists et tu vas me dire: «Qu'est-ce que c'est un product support mais qu'est-ce que specialist?» c'est un product support spécialiste? C'est en gros, je caricature, c'est un peu un support niveau 2 et c'est vrai que finalement on retrouve un peu ce côté, ils sont plus proches des clients eux, Mmh. mais ils sont aussi proches de la tech et ils peuvent justement, bah, créer toutes ces anomalies de production qu'on pourrait détecter par la suite D'accord. et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet d'avoir le avant la mise en prod avec tous les QA Oui. et le après la mise en prod, avec ces personnes-là qui peuvent suivre ce qui se passe en production et nous remonter que ça marche ou que ça marche pas. C'est pas mal ça. C'est assez Surtout, chouette. pour les retex, une fois que tout est en prod, enfin en termes de pour adapter ta stratégie de test après coup, c'est vraiment pas mal. C'est assez chouette, ouais. Il Ouais. y a un peu je suis arrivé en janvier chez celle-ci. Il y a beaucoup de choses à faire et il faut que je prenne le temps de justement de mettre un petit peu plus de lien entre ces 2 équipes
Aujourd'hui, j'améliore les process de ces Mmh. équipes parce il y avait beaucoup de choses à faire sur la partie QA. On faisait des choses, mais on faisait, voilà, il y avait beaucoup de process à changer. Entre autres, essayer de voir un peu la big picture de chaque feature. Ils étaient vraiment tête baissée et à fond sur les user stories, donc vraiment des petits incréments. Et là, l'objectif, c'était justement, de les accompagner et de leur dire: «Les petits incréments, qui sont livrés toutes les semaines dans vos sprints, c'est super, il faut les tester». Mmh. Mais c'est pas que ça, en fait. C'est pas que ça, ce qui est important, c'est aussi, derrière, qu'est-ce qu'on livre? Ce petit incrément, c'était pour faire quoi? C'était pour livrer la grosse feature. Et c'était quoi la grosse feature? Sors la tête de l'eau, prends un peu le schéma d'ensemble et à la fin, faut tester aussi ce schéma d'ensemble. Pour faire ça, on a mis en place, en fait, ce qu'on appelle chez nous des sessions de tests exploratoires OK. qui sont animées par les QA. C'est quelque chose qu'on avait mis en place chez Usign et que j'ai trouvé, très chouette et que j'ai repris, chez celle-ci. Et l'objectif, c'est vraiment de se dire que, c'est le QA qui finalement regroupe tout plein de gens de différentes expériences, des techs, des PO s'il y a besoin, peut-être des personnes du market s'il faut, peut-être des sales si on a besoin. Et tous ensemble, en fait, on a une petite session, on a un meet, de 1 heure et demie où, le meet, on va le découper en petits groupes. Et dans chaque OK. petit groupe, on va leur demander de faire des choses, de faire des tests qui correspondent à la grosse feature finalement. OK. Et en faisant ça, justement, on en parlait au tout début de ce podcast, mais, justement, on va avoir peut-être un peu plus de retour sur, toute l'UX parce que c'est des gens qui sont peut-être plus calés sur certaines choses et moins sur d'autres. On va avoir des réponses sur l'UX, on va avoir des réponses sur la feature dans sa globalité. C'est peut-être pas des gros bugs, mais c'est des choses qui vont faire que finalement la feature, elle va être meilleure parce qu'on aura eu des retours de profils différents. Ouais. Et On ça, pourra cibler plus précisément, en fait, où se trouve la valeur qu'on cherche à apporter, quoi. exactement, Mmh. exactement. Là où finalement sur l'US, sur ce petit incrément, en fait, on aura pu vérifier que, OK, le petit incrément, il marche. Mais on n'aura pas eu la réponse sur est-ce que vraiment la feature, ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on veut apporter comme, valeur ajoutée, ça marche? Ça, on ne l'aura pas eu. Mmh. Et on l'a grâce à ces sessions. OK. Intéressant. Bon, je sais pas si c'est quelque chose que je pourrais mettre en place, là où je suis, mais pour le coup, je trouve que c'est quand même, enfin, oui, non, je pourrais pas. Parce qu'en fait, je fais beaucoup de tests exploratoires, mais parce qu'on n'a pas trop le choix. Mais bon, ça, c'est autre chose. Là, ce que nous, on a découvert, c'est que c'est au fil de l'eau, hein, mais c'est qu'en fait, ce qui vraiment est génial, c'est quand, les gens se retrouvent en petits groupes Mmh. et ça change tout. Et quand je parle de petits groupes, c'est 3-4 personnes grand max. Et en fait, ce qui est super, c'est que les gens, ils sont pas forcément du même milieu, mais ils sont dans la même boîte. Ils se connaissent peut-être même pas et puis, déjà, ça crée du lien. Donc par la suite, ils pourront échanger ensemble. Donc ça crée ce lien-là et puis ça évite cette espèce de symptôme. Je sais pas si toi tu fais du full remote ou si Non. comment tu travailles de ton côté, si tu vas en entreprise et cetera. Mais, ça permet aussi de, comment dire? Tu vois, je suis perdu dans mes explications, je sais même plus où je voulais aller. Que tu disais que ça Ça créait du lien et en fait, j'imagine que tu allais dire que le full c'est bon, je remote. l'ai. OK. Quand tu es en full remote ou même quand tu fais du remote, tu te rends compte qu'à un moment donné, il y a un espèce de nombre maximum de personnes à ne pas dépasser dans une réunion. Si tu dépasses, 5-6 personnes, les gens parlent plus Mmh. et puis tu as l'animateur qui va parler, qui va présenter des choses, mais les autres font plus rien. On les Mmh. entend plus, on les voit des fois on les voit même plus sur la caméra et ils participent difficilement. Et le fait d'être à 3-4, ça permet justement d'éviter ça et ça permet de garder, cette cohésion et les gens, participent, les gens sont présents et les gens ont envie d'apporter quelque chose à cette session. Ouais, je suis Voilà. d'accord. Après, moi, je fais partie des personnes qui justement se cachent, tu vois? S'il faut que je prenne la parole, je vais prendre la parole, mais jamais de caméra. Après ça, c'est ma boîte qui est comme ça, donc de toute façon, je mets pas la caméra souvent.
Mais clairement, quand il y a un peu trop de monde, en fait, je, tu vois, j'attends, je prends les informations dont j'ai besoin, je pose les questions dont j'ai besoin, mais si je peux éviter d'ouvrir mon micro, parce que ça part toujours après dans des trucs, tu, tu restes sur un détail où en fait, t'auras pas nécessairement appris quelque chose, t'auras pas nécessairement avancé, tu vois. Donc t'as une grosse réunion, une demi-heure, une heure, on est tous là, et au final, tu te rends compte que bah on a perdu plus de temps qu'autre chose. Donc en fait, quand c'est ça, je reste en retrait. Et puis Non, j'envoie mais des messages à côté sur Teams. Et puis je sais que mais tu vois ce que fait tout le monde. tout à fait. Donc voilà. Mais c'est voilà, et c'est hyper humain, hein, Ouais. si vous c'est ce que vous je parle aux auditeurs, si vraiment c'est ce que vous faites, tout le monde le fait. Mm. Et justement, le fait d'avoir ces sessions où on est que trois quatre, ça casse ça et c'est ça qui est top. Ouais. Mais en effet, je pense que c'est un des fléaux de la réunion où il y a des personnes qui sont en remote ou pas. Le plus gros fléau, c'est vraiment le côté, j'écoute d'une oreille et je fais autre chose et en fait, bon, finalement, on n'a rien écouté, on n'a rien entendu, on n'a rien retenu. C'est ça. Donc mais bref, c'est vrai que c'est un sujet qui est très, très complexe. Heureusement qu'il y a les comptes rendus, quoi. Quand même. Avec l'IA, en plus, maintenant, on peut faire tellement de choses. C'est clair. Ok, bon bah merci pour cette présentation, en tout cas, exhaustive. Avec plaisir. Euh, alors, c'est quoi le BDD? Là, part du principe que on a 50% de nos auditeurs qui ne bossent pas en informatique ou qui sont en reconversion et qui ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est de vulgariser un maximum. La difficulté quand on vulgarise, et tu le sais, Mhm. c'est forcément qu'il y a des gens qui vont trouver ça bien et il y en a Oui, d'autres qui vont trouver ça moins bien. oui. Je vais essayer de vulgariser et d'être le plus, pragmatique possible, mais heu, mais le BDD, en gros, à mon sens, c'est vraiment améliorer la cohésion entre les personnes et quand je parle de personnes, je parle des products, de la QA et du dev et je pense que la meilleure définition, c'est vraiment la spécification par l'exemple. Je pense que c'est une des meilleures, définitions courtes qu'on pourrait donner, où finalement, en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est d'améliorer ces échanges et de permettre une meilleure compréhension de ce qu'on est en train d'essayer de faire. Mhm. C'est quoi cette nouvelle feature? Cette nouvelle feature, c'est ça et voilà l'exemple, je t'en donne un, parce que comme ça, l'exemple, il est parlant, il est hyper concret. On peut pas se tromper avec un exemple. Là où finalement, avec un certain vocabulaire, peut-être que le vocabulaire, on va pas se comprendre sur un vocabulaire, on va peut-être pas se comprendre sur certaines choses. C'est pareil, le behavior driven development, il appuie aussi là-dessus. Attention au vocabulaire que vous prenez. Il faut prendre le vocabulaire de l'entreprise. Il faut pas prendre un autre vocabulaire. Si on parle d'un prospect, faut qu'on parle tous du même prospect. Il faut pas qu'on parle du prospect, moi, de mon côté, et puis du prospect, du côté sales, qui veut peut-être dire autre chose. Mhm. C'est vraiment parler le même langage et heu et avoir des exemples pour pouvoir échanger. Et heu et l'objectif finalement, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire: «Bah, OK, c'est super, j'ai ces exemples et ces exemples, faut vraiment qu'ils soient à un niveau, behavior, hein, donc comportement, pour que derrière, on puisse se dire que, quelle que soit la façon dont on le développe, quel que soit le front, quel que soit le back ou quoi que ce soit, finalement ça puisse s'appliquer». Je vais pas décrire exactement une feature, je vais pas décrire exactement un comportement, je vais pas dire, en cliquant là, je vais pouvoir faire ça et voilà ce qui va apparaître. Je vais rester assez évasif parce que justement, on veut rester évasif et quand je dis qu'on veut rester évasif, forcément, c'est pas pour dire, avec des grandes lignes, je veux créer un CRM ou je veux, je veux créer un CRM pour attirer des nouveaux clients. Je ne sais pas, l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est vraiment de parler de comportement. On est précis dans le comportement, mais on n'est pas forcément précis dans la façon où les choses doivent se faire Mhm. et ça, je pense que c'est important. C'est important parce que du coup derrière ça permet d'éviter de décrire vraiment techniquement les choses. Parce que le technique, c'est pas au métier ou au product de le définir, c'est vraiment à la technique.
et l'important, c'est vraiment plus de se comprendre sur ce que ça va donner à la terme. Je sais pas si j'ai des exemples à te donner là, mais je j'en ai pas. Mmh, alors c'est pas grave si tu en as pas. Après je pense que, tout à l'heure tu parlais un peu de la bigger picture, tu vois? Mmh mh. Le fait de pas rester sur des petits bouts de your story, mais voilà, de prendre un petit peu de recul pour regarder vers où on va, parce qu'on cherche à apporter de la valeur à notre client derrière. Et en fait, je pense qu'on peut mettre en parallèle ces 2-là. L'explication que tu viens de donner, en définitive, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va avoir tous les acteurs qui vont être autour de la table, on va avoir, une manière de communiquer que tout le monde connaît, hein, Mmh. et en fait, grâce à ça, on va réussir à voir où se trouve la valeur, parce que ces éléments-là auront permis de prendre du recul pour Tout voir à où fait. on veut aller. Donc, en soi, je pense que c'est très clair dans la définition que tu as apportée. Et après donc en effet, il y a derrière, donc ça, c'est la première partie et c'est celle qui fait qu'en effet, quand c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à mon expérience chez Canal+, c'est celle qui nécessite peut-être le plus d'accompagnement Mmh. parce que, bah, ça va nécessiter peut-être mince, des nouveaux rituels. Je vais parler du Tres Amigos qui est un des plus connus et qu'on Alors, entend parler, précision de Tres Amigos, qu'est-ce que c'est? Tres Amigos donc qui est justement cette fameuse réunion où l'objectif c'est de réunir, bah, ces 3 personnes donc le product, la tech et les QA pour évoquer ensemble pas ces problématiques, mais ces comportements, ces exemples et donc ça va apporter ces rituels-là, ça va apporter ces choses-là et derrière, par la suite, on peut s'appuyer sur encore plein de choses pour aller plus loin. Quand je dis que pour aller plus loin, c'est, bah, on peut utiliser, si on le souhaite, le format Gherkin. Gherkin, c'est juste un langage, hein, c'est rien d'autre. On associe souvent Gherkin au, behavior driven development, mais finalement, c'est rien de plus qu'un langage qui permet d'écrire, peut-être un peu plus facilement ou avec des normes, des exemples. Le Gherkin, c'est, bah, je pense que, beaucoup de nos auditeurs le connaissent, mais c'est les fameux given, when, then qu'on connaît, étant donné, lorsqu'alors, et qui permettent d'écrire, bah, justement ces exemples avec un format qui est peut-être un peu plus précis. Et qu'est-ce qu'il apporte aussi ce format? Il apporte d'avoir cette espèce de «glue» entre guillemets qui va pouvoir être utilisé dans des outils de tests automatisés comme Cucumber. Alors Cucumber, c'est un des plus connus. Finalement, Cucumber, c'est celui qui a été, un peu le précurseur et qui a fait le lien entre, j'ai un scénario Gherkin, j'ai un scénario qui exprime qui explique, qui décrit un exemple, qui décrit une façon un behavior et un comportement et ce comportement-là, bah, je peux l'automatiser dans le langage que je souhaite, heu, pour pouvoir, bah, vérifier que mon comportement fonctionne correctement et heu et si on va jusqu'au bout, c'est aussi de se dire que, bah, ce comportement, qui je vais d'abord le coder, je vais d'abord peut-être le développer et là, on rentre un peu dans le TDD. Alors, je vais pas parler de Dan North, je vais pas parler de tout ça. Moi, les dates et les noms, je suis vraiment nul pour tout ça. Je te vois sourire, mais je suis vraiment nul pour tout ça. Moi, mis à part Dan North et 2003 ou 2006, je sais même plus, bref. C'est tout ce que je vais connaître et Bon, on encore n'est pas historien, c'est pas très grave, de toute voilà, c'est façon, ça. au pire, Google est notre ami, voilà. J'ai une mémoire pour plein de choses, surtout les conneries, mais pour tout ce qui est, historique j'ai beaucoup plus de mal et donc et on peut reprendre en tout cas le TDD qui est un peu l'équivalent du BDD, mais sur un niveau qui est plus technique. L'objectif, c'est encore une fois, c'est d'avoir quelque chose que je crée, d'automatisé, qui est d'abord en échec et quand j'ai développé mon code, qui devient, un succès et qui me permet bah, finalement de d'abord développer un test et ce test va être un peu mon garde-fou, celui qui va me permettre de dire que j'ai bien exécuté mon développement parce que mon test est passé, en succès et donc je connais peu d'entreprises, je crois que je connais même pas je connais même aucune entreprise qui arrive à faire du behavior driven development où on commence par définir ces exemples pour ensuite, les créer le Gherkin qui va derrière, l'automatiser
et attendre que, le développement soit fait et que mon automatisation fonctionne. S'il y a des entreprises qui font ça, je serais hyper curieux et hyper intéressé d'avoir leur retour. Mais, Bah, justement, ça allait être ma prochaine question. Est-ce que, du coup, en l'occurrence, j'ai ma réponse, t'avais déjà croisé, en fait, des entreprises où on mettait vraiment en place le BDD, comme tu viens de le décrire? comme je viens de le décrire, Ouais. je connais moi je l'ai jamais fait, je l'ai jamais mis en place jusqu'à ce niveau-là Mhm. et tu vois, je suis hyper, je suis pas du tout embêté, hein, parce que finalement le Gherkin, et le Behavior Driven Development, c'est des choses que j'ai découvert donc, par le passé, qu'on a essayé de mettre en place et finalement ça il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de complexité et ça nécessite un engagement de l'entreprise tellement fort que finalement, tu vas baisser les bras, en fait. Mhm. Tu vas baisser les bras et en fait, là où au début tu voulais, qu'il y ait des traits amigos, qu'il y ait des exemples, bah, finalement tu vas peut-être faire ça autrement. Tu vas peut-être plus écrire ça en Gherkin ou finalement le Gherkin tu vas l'écrire tout seul. Tu vas plus l'écrire avec, le product ou avec la tech, mais tu vas l'écrire dans ton coin et tu vas leur demander de le relire. Donc on n'est plus tout à fait dans la façon de faire optimale. Mais est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça qui est optimal? Genre, en fait, si on part du principe de l'agilité, le but, c'est de prendre ce qu'on considère qui fait avancer l'entreprise et puis les choses qui nous font pas forcément avancer, bah, ça sert peut-être à rien de les prendre, quoi. Dans la dernière expérience que j'ai eue où on avait mis en place, un du Gherkin seulement, Ouais. on n'avait même pas mis en place on avait juste mis en place des scénarios au format Gherkin, c'était chez Usign et même chez Usign, le format Gherkin, qu'est-ce qu'il nous apportait? Il nous apportait pas grand-chose, en fait. Ah ouais? Il apportait, un peu de facilité de lecture et encore, même pas. Même pas parce que finalement, ça là aujourd'hui chez celle-ci, on n'a pas de Gherkin et on a autant de facilité de compréhension, sur les scénarios. Je vraiment j'ai du mal à voir, l'intérêt et l'atout qu'a, le Gherkin aujourd'hui. Je pense que, si on a un niveau et une granularité assez fin au niveau de nos scénarios de tests automatisés, Mhm. bah, ça peut suffire et il y a pas besoin d'avoir un scénario, au format Gherkin derrière. Ça rajoute en plus de ça, bah, cette glue. Quand je parle de glue, c'est, la transformation entre le format Gherkin et le code pour qu'il puisse comprendre que ce phrasé-là, bah, ça correspond à ce code-là. Donc ça pour moi c'est ce que j'appelle de la glue. Heu, ça rajoute, voilà, ça rajoute des outils. Mhm. On était sur Cypress, ils sont toujours je pense sur Cypress chez Usign. Bah, ça nécessitait d'avoir, un package, une librairie supplémentaire, JavaScript qui permettait de faire le lien entre tout ça et bah, ajouter des librairies, ça c'est bien, hein, mais à un moment donné, ça rajoute forcément de la complexité et là, ça en rajoutait parce qu'en plus de ça, je crois que c'était au niveau du runner, ça jouait au niveau du runner, bref, c'était pas forcément si évident que ça et Ouais. ça rajoutait une couche qui finalement, apportait un intérêt qui était moindre. Ok. Et là, tu vois, aujourd'hui, chez celle-ci, bah, j'ai complètement arrêté tout ça. On continue sur Cypress parce que, c'est un choix qu'on a fait au niveau de l'outil, mais on n'utilise plus du tout de Gherkin et on s'en porte pas forcément plus mal. D'accord. Ok. Mais alors, du coup, parce que t'es quand même plutôt militant pour la mise en place du BDD. Sinon, enfin, c'est la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, euh, là, dans l'épisode. Du coup, dans tes expériences passées, toi, en tant que manager, en tant que test lead, en tant que personne qui encadre une équipe de test, comment tu t'y es pris, parce que du coup, je pense que tu l'as fait, comment tu t'y es pris pour mettre en place, ou plutôt, attends, je vais reformuler ma question. Vas-y. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans un contexte où la partie test n'avait pas, n'avait aucun lien avec le BDD, et toi tu es Mmh. arrivé, tu t'es dit, ok, bon là, quand même, on pourrait faire quelque chose de mieux, et t'as essayé d'implémenter ça. Je suis
finalement, tu vois, quand je pousse la réflexion, bah, en fait, j'étais même pas sur, est-ce qu'on pousse le BDD ou pas? J'étais plus sur le comment je peux améliorer les échanges déjà, juste entre la tech et le QA et entre le OK. QA et le métier. Et c'était ça, c'est vraiment ça, à mon sens, le cœur, en fait, du BDD. C'est cette partie-là, en tout cas, que moi je retiens et que je trouve la plus importante. C'est juste de redire: Attendez 2 secondes, est-ce qu'on peut pas se poser 5 minutes entre nous pour comprendre qu'est-ce qu'on attend de cette feature? Qu'est-ce qu'on attend de cette US? Mmh. Et comme ça, bah, moi, en tant que QA, je vais comprendre un peu mieux ce que tu vas coder. Puis en même temps, je vais aussi t'expliquer un peu enfin, ce que je vais en attendre, ce que potentiellement je vais aller tester, je vais aller chercher. Et juste le fait d'en parler, ça va permettre comme ça aux développeurs de comprendre et de se dire: «Ah ouais, mais attends, Jérémy, quand on s'est vu en réunion, il m'a parlé de ça. Il faut pas que je l'oublie dans mon code». Mmh. Et c'est ça qui va faire, à mon sens, tout ce lien-là. Je parle pas du product, même si le product, il est présent aussi. J'en ai pas parlé là quand je viens de te parler, je viens de te parler du dev et du QA. Mais forcément, le product, lui, il est là pour recadrer aussi, pour se dire: «Non, en fait, Jérémy, tu t'es trompé, c'était pas ça, en fait, c'était plutôt ça». Mmh. Et tu vois, je reprends encore, un exemple de ce qu'on faisait chez YouSign. Heu, on avait commencé à regarder un petit peu, donc forcément, à écrire des scénarios au format Gherkin. Mais c'est surtout ce qu'on avait commencé à faire pour améliorer un peu la qualité des livrables. C'était surtout, on appelait ça des QA Insights. On a essayé, ça a pas trop pris, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire sur cette partie-là. Pourquoi ça a pas trop pris? C'est juste que je pense que j'avais une idée du truc, de ce que je voulais en faire et que, bah, forcément, dans une équipe, il y a différents types de profils et comme on est sur quelque chose qui est pas forcément hyper clair, parce qu'on est c'est pas clair, ces QA Insights. Je peux te le décrire, mais quand tu te retrouves devant une US, bah, c'est pas, quelque chose de carré, en fait, que je vais demander. Mmh. Ce que je vais demander, c'est quand OK, je te prépare un endroit, ça s'appelle les QA Insights, que tu vas rajouter sur ton US et qu'est-ce que ça va être dedans? Ça va être juste des petits reminders, des reminders pour tout le monde, en fait. Que tu sois product, donc tu sois peut-être le PO, le PM ou qui tu veux, que tu sois le dev, que tu sois le QA. Mmh. Sur ton US, tu as la description de l'US et en plus de ça, tu vas avoir cette section réservée, le QA Insight, où tu vas juste te dire: «Tiens, au fait, oublie pas, on en a parlé ensemble et quand on en a parlé de cette US, bah, je me suis rappelé qu'il y avait peut-être aussi ça à tester». Le cas où, bah, quand je me connecte avec tel type de profil, bah, le comportement est différent. On en a parlé aussi, mais c'est vrai que ça peut avoir un impact sur cette autre page où, finalement tu utilises, le même élément, c'est le même code qui est utilisé. Et ça finalement qu'est-ce que c'est? C'est juste, une façon de faire ce lien dont on a parlé tout à l'heure, de ces fameux tres amigos où en fait ensemble on parle d'un sujet pour nous aider à être meilleurs sur cette livraison et sur cette US et sur cet incrément. On avait essayé de le faire, la difficulté de ce fameux QA Insight, comme je te dis, c'est qu'en fait, bah, sur certaines US, ça tombe sous le sens et il faut que tu comprennes aussi l'US, mais ça tombe un peu sous le sens. Et comme c'est pas hyper clair ce que tu dois écrire dedans, je peux pas te dire, il va falloir que tu écrives ça, ça, ça et ça à chaque fois. Bah, c'est moins carré et comme c'est moins carré, c'est toujours plus difficile à écrire. Oui, c'est sujet à interprétation. C'est sujet à interprétation et en fonction, bah, du ticket, peut-être qu'il va être plus technique, peut-être qu'il va être plus fonctionnel, peut-être qu'il va être plus comme ça, plus comme ci. Bah, forcément ce QA Insight, il se cherche un peu. J'ai pas encore trouvé la formule exacte, mais en tout cas, je sais pas si tu vois ce que je veux y mettre dedans. Je pense que c'est plutôt assez clair. Oui, Mais c'est juste comment on le remplit et c'est ça qui est difficile. d'accord. Et tu vois, enfin, tu me poses la question du behavior driven development, qu'est-ce que j'en garde? Ben, en fait, j'en garde surtout moi ce côté-là, ce côté, il faut qu'on continue à se parler avec les techs, il faut qu'on continue à se parler avec le product, tous ensemble et c'est ensemble où en fait on va réduire le flou d'une feature, le flou d'une user story et Mmh c'est mh. ça qui va faire qu'on va livrer quelque chose de qualité pareil. Mmh. Ouais. Bah, on en revient toujours, à la communication.
exactement. C'est fou, mais vraiment, s'il y a un truc qui revient systématiquement, communication, communication, apprendre à communiquer. Pour éviter les conflits, tu communiques. T'as pas compris quelque chose, bah tu communiques. Pour mieux organiser le travail, tu communiques. Enfin, c'est vraiment la core value, comme on dit. Tout à Euh, fait. c'est fou, hein. Vraiment, c'est fou. Même sur des méthodos comme ça, quoi. Ok. Et même si, bah, j'ai vu un peu l'évolution, hein, tu sais, quand je suis arrivé dans le milieu du test, donc ça fait un moment. Je suis arrivé donc en 2007 exactement pour donner une date. Mhm. On parlait à cette époque-là, on parlait vraiment de développeurs qui étaient très geeks, qui étaient Ouais. très dans leur coin, qui étaient, et on pourrait se dire que ça, c'est des choses qui vont évoluer dans le bon sens. Alors c'est vrai qu'il y a une évolution quand même. On voit que, bah, le développeur, c'est moins quelqu'un qui est dans son coin, qui est ronchon, qui a à attendre et cetera. Mais, mine de rien, même si les développeurs sont moins comme ça, il y a toujours en effet ce besoin d'améliorer la communication, d'être un peu, d'être un peu le lion entre tout ça. Et heu et tu vois, je pensais que ça changerait un peu et finalement, bah, c'est toujours vrai, en 2023, c'est toujours vrai. Après, les intérêts divergent aussi. C'est sûr. Les intérêts divergent Voilà. toujours, c'est vrai. Bah, c'est ouais. Est-ce que tu as l'impression que les QA ont plus de poids, sont plus écoutés grâce à ce type de méthodologie, en fait? Parce que, étant donné que par défaut, tu pars sur plus de communication, je trouve que, enfin, personnellement, je trouve que la qualité est pas suffisamment écoutée. Il y a jamais suffisamment de qualité et on décide de rusher le truc parce qu'en fait, faut que ça sorte, faut qu'on mette en prod, on est en retard sur le planning, donc tant pis pour la qualité, c'est pas grave. On corrigera après. Mais est-ce que toi, t'as l'impression que avec un fonctionnement comme ça, du coup, on ferait plus de place ou on fait plus de place à la qualité, on écoute plus les QA, ils ont plus de poids. C'est une question difficile et la question est difficile parce que finalement, ça il y a toujours eu ce débat de, à quoi c'est enfin, la qualité, à quoi ça sert? C'est hyper compliqué. Il y avait un talk, que j'avais écouté sur la quality assistance, Mhm. hyper intéressant, je crois que c'était le QA manager de chez Atlassian. Si je pourrais t'envoyer le lien, on pourra le mettre Bah oui, dans clairement, la dans les ressources, description. ouais. C'était hyper intéressant et en fait, il commençait son talk en expliquant que la QA, c'est un talk en anglais, je préfère préciser. Mais, il commençait son talk en expliquant que le rôle de la QA est très difficile à juger parce que, si un QA tombe sur une équipe, de dev qui est très performante, qui est très bonne, où il y a une très bonne cohésion, finalement le QA en fait, il va pas voir grand chose, il va pas voir beaucoup de bugs. On va avoir l'impression qu'il sert à rien, alors que pas forcément. Et si le QA tombe dans une équipe, et je parle de QA agile, hein, un peu, hein, finalement, mais si le QA tombe dans une équipe où finalement, bah, les développeurs communiquent peut-être un peu moins bien ensemble, sont peut-être plus juniors, ont peut-être plus de mal, c'est des technos qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent moins. Le QA va trouver beaucoup de bugs et alors là, on va se dire: «C'est super, heureusement qu'on a des QA dans notre équipe» et je trouve que ça quand il dit ça, c'est génial parce que ça montre vraiment que le QA finalement, c'est pas parce qu'il trouve des bugs qu'il est bon, c'est juste parce qu'il arrive à accompagner les équipes et à les aider à être meilleurs, qui fait que, bah, presque à un moment donné, il peut s'effacer et son travail, bah, ça va être d'aller accompagner peut-être d'autres équipes ou, de faire du coaching plus. Mhm. C'était vraiment super intéressant et en effet, bah, cette collaboration, elle a tendance à rendre les développeurs meilleurs et c'est presque un peu difficile à dire, mais finalement notre rôle, il va s'effacer un peu, en fait. Il s'efface parce que l'équipe, elle est meilleure. Si l'équipe est meilleure, bah, tu te sens un peu moins légitime dans ton rôle parce que finalement tu les as aidés à grandir Mm. et la qualité est meilleure. Mais
Ça veut pas dire qu'on va plus exister, hein. Ça, c'était un débat ça à la JFTL, à la JFTL, il y avait eu tout un talk, pendant toute l'après-midi, hyper intéressant sur l'avenir l'avenir de la QA et est-ce qu'on avait encore un rôle à jouer, demain avec les IA et cetera Ouais. et je transverse, hein, je déborde un peu pour parler un peu d'IA parce que justement je trouve que, bah, même si l'IA demain elle arrive, plus elle arrive là, plus je me rends compte que, bah, en fait on est hyper légitime. Bien sûr. On est hyper légitime et presque même plus des fois que des développeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait le développeur, bah, finalement, il va être il peut coder, il peut continuer à faire son code, mais il va s'appuyer de plus en plus, bah, sur des outils comme ChatGPT, comme l'IA. Peut-être encore un peu moins sur, tout ce qui est Stack Overflow et cetera Mmh. et même s'il s'appuyait déjà aussi sur ce genre de choses et finalement, bah, on va être un peu le dernier rempart derrière. Le dernier rempart sur, bah, être sûr que tout fonctionne correctement parce qu'un ChatGPT, il te dira jamais, «J'ai pas réussi». Il Ouais. te dira toujours: «Voilà, tu m'as demandé ce code-là, bah, tiens, il est là». Mais est-ce qu'il marche? On n'en sait rien et ça, bah, ça sera à nous d'être là pour vérifier que tout fonctionne correctement. Et puis ne serait-ce que dans la véracité aussi. Bon, si on sort un petit peu du développement en lui-même, tu vois? Mais dans la véracité des informations qui sont partagées, tu un tu un scrapping qui est fait de tout et pas tout et n'importe quoi, mais quand même beaucoup. Mmh. Et si t'as pas un humain derrière pour aller vérifier tout ça, tu peux avoir des gros soucis donc Exactement ouais. et c'est là où en fait voilà, je pense que de la QA, il y en aura encore. Il y en aura encore demain, il y en aura encore pendant longtemps et c'est juste que je pense que nos rôles, en effet, ils vont changer. On devra peut-être être, encore meilleur en termes de communication, peut-être encore meilleur en termes de coaching ou, d'accompagnement, bah, peut-être sur de l'UX, sur de l'UI, Mmh. sur de l'animation comme on en parlait tout à l'heure sur les fameuses sessions de tests exploratoires qu'on fait chez nous et sur l'automatisation encore, c'est sûr. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur l'automatisation. On est encore je pense aux prémices presque Ouais. et je ne sais pas si ça répond à ta question d'origine. On a Bah oui, complètement si, divergé. si, quand même. Ça répond à ma question parce que, enfin, à la base, c'était, c'est parce qu'on a l'impression que la QA a plus de poids. Oui, clairement, oui. Après, enfin, je me répète beaucoup avec les épisodes qui passent, comme ça, hein. Mais notre vie se digitalise à un tel point, on est tellement incapable de faire quoi que ce soit aujourd'hui sans outils numériques autour de nous que comment tu peux t'assurer de la sûreté, déjà de la qualité, tu vois, de la fluidité, tout ça, mais surtout de la sûreté des outils que tu utilises aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, j'ai vraiment du mal à comprendre si t'as pas de culture de qualité dans une entreprise où t'as pas de QA. Ceux-là, on les laisse de côté parce que c'est encore autre chose. Mmh. Mais comment tu peux être une entreprise tech aujourd'hui et construire des outils sans avoir de testeurs derrière? C'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à comprendre aujourd'hui en 2023, tu vois. Ça existe, mais pourquoi? Quand on voit Je l'importance que ça a aujourd'hui dans nos vies. c'est je pense qu'il y a beaucoup de réponses dans cette question et je pense que déjà, il y a d'une part le côté priorité. Oui. Où est-ce que toi, en tant qu'entreprise, tu veux mettre ta priorité? Et peut-être que dans certaines entreprises, bah, tu assumes ou tu te dis que c'est pas grave si j'ai des problèmes. C'est pas grave parce que, bah, mes clients comptent moins ou en tout cas mes clients peut-être payent pas. C'est peut-être que je fournis un service gratuit, donc quand je fournis un service gratuit, est-ce que j'ai besoin que ça soit un service de qualité? On peut poser plein de questions comme ça, on peut ça c'est très, très particulier, mais par rapport à ce que tu dis, je pense que finalement, c'est même pas une question de est-ce que ces gens-là, s'ils ont pas d'équipe qualité, bah, qui fait la qualité en fait? C'est peut-être plus ça la question. Mmh. Qui vérifie que? Et en fait, si c'est pas quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, dans notre domaine, bah, c'est quelqu'un d'autre qui est pas forcément spécialisé dans ce domaine-là, mais qui va faire ça. Ça peut être un PO, dans certaines entreprises, c'est le PO qui fait les tests, dans d'autres, ça va être le product manager.
Est-ce que c'est la bonne façon de voir les choses? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Je sais pas. J'ai pas la réponse non plus, hein. Maintenant, après on a une réponse biaisée, hein, on travaille dedans donc on voudrait dire que c'est mieux que ça soit nous qui le fassions, plutôt que d'autres profils. Tout dépend de voilà, tout dépend des possibilités de chacun et de chaque entreprise, je pense et des budgets, hein, forcément. Après, c'est bien aussi que des petites entreprises, bah, finalement, découvrent petit à petit que, au début, ils avaient pas besoin d'équipe qualité et que finalement, ils en ont besoin d'une par la suite Mmh. et que cette entreprise, bah, grossisse et que finalement, bah, elle découvre tout ce pan qu'elle connaissait peut-être pas. Ouais. Ça me fait penser à la présentation de, d'Anaïs là, qu'elle a présentée, à la Paris Test Conf. En gros, elle expliquait qu'elle était, quand elle arrivait dans la boîte dans laquelle elle était une testeuse pour 25 développeurs, tu vois? Et ça a mis beaucoup de temps avant, enfin 2-3 ans, avant qu'ils pensent à recruter une 2e testeuse. Parce qu'ils se sont rendus compte en fait de la valeur que ça apportait, mais tu vois, ça a mis du temps. Il a fallu dégager du budget pour ça. Et enfin, voilà. Juste, ça me fait complètement penser à ça. Bah, du coup, je sais pas si le replay est disponible, mais et je sais plus où est-ce que je l'avais entendu, Mhm. cette conf-là, mais c'était chez Mano Mano. Chez Mano Mano, ils ont une culture, très différente Ouais. et justement, donc ils sont sur de la quality assistance, mais à un niveau très, très loin, je pense. Quand je dis loin, c'est positif, hein, c'est pas, c'est vraiment ils sont très loin dans ce qu'ils font Mhm. et je crois que, on est sur des chiffres très, très particuliers. On est sur un coach QR, un craft, je crois que c'est QRaft, je crois le nom. Ok. Je prononce peut-être pas bien, mais on est sur un QRaft, un craft pour, peut-être, je vais peut-être dire une bêtise, mais 20-30 devs, un truc comme ça et c'est vraiment, ils ont vraiment une posture de coach et c'est très différent et ils sont plus là justement pour, voilà, pour coacher les équipes. Alors c'est vrai que ça serait intéressant, bah, peut-être que tu vois ces personnes ou que tu les aies en interview pour que justement Ouais. tu puisses voir avec eux, comment ça fonctionne de chez eux. Parce que j'ai du mal moi aussi à voir comment on peut réussir à coacher, mmh, autant de gens sur de la qualité et heu et on en revient justement, bah, le rôle de la QA et comment ça fonctionne et quelles sont les priorités? C'est vrai que Mano Mano finalement, bah, son objectif c'est de vendre, des produits. Le site est gratuit donc bon, faut qu'il puisse vendre, c'est sûr donc mais si ça marche pas trop, est-ce que c'est grave? Bah, je pense que ça doit marcher. Parce que Mano, ils ont. Alors, je connais pas dans les détails, mais je crois qu'ils ont quand même une croissance assez Mmh. importante là, en sortant du confinement. Ce qui m'étonne pas. Ouais. C'est bien, c'est une entreprise française. Oui. Bah, c'est une licorne d'ailleurs, je crois. Je ne sais plus, je ne sais Mais pas. je crois que c'est une licorne. Enfin bon. Ok. Bon. On arrive sur la fin. Ça fait déjà 1 heure qu'on discute, le temps file. C'est clair. Est-ce que j'allais te demander quel framework tu peux utiliser, mais tu as déjà parlé de Cucumber tout à l'heure. On a parlé très rapidement de, Cypress. de Cypress, exactement. Après, tu en as peut-être d'autres que tu as envie de partager. Est-ce que j'ai d'autres frameworks à partager, hein? Je peux expliquer pourquoi on a fait ces choix, Oui, pour bien que sûr. ça puisse permettre d'aider les autres à faire ces choix-là. Nous, pourquoi on est parti sur Cypress? Et en effet, aujourd'hui, il y en a plusieurs des frameworks, mais clairement, sur les tests end-to-end, comme on veut, si on veut parler des tests end-to-end. Pour moi, les 3 qui font vraiment le buzz ou qui sont vraiment un peu, au top du top aujourd'hui, c'est Cypress, c'est Playwright et puis c'est Selenium Mhm. et le choix se porte souvent entre ces 3-là. Nous, pourquoi on a fait le choix de Cypress? C'est parce qu'on avait un existant Cypress déjà, c'est important à savoir et qu'en plus de ça, on sait que nos clients, ils utilisent pas forcément, Safari. Ça a été un choix qui a été important. Enfin, ça a été pas un choix, mais ça a été un KPI qui a été important à avoir. Clairement, je pense que si on avait eu beaucoup plus d'utilisateurs sur Safari,
on serait pas forcément resté sur Cypress. OK. Après l'outil est chouette, l'outil est très accessible, bon encore plus que Playwright, mais c'est vrai que Playwright prend beaucoup plus d'ampleur et je pense que ça va être, pourquoi pas des futurs challenges chez nous, de regarder un peu ce qui se passe, par là-bas. Mais Cypress, voilà, il a ses avantages, il a ses inconvénients, mais ses gros avantages, c'est vraiment sa communauté et sa facilité d'accès. Si vous avez jamais fait de test automatisé, clairement, enfin, vous allez sur leur site, vous suivez le quick guide ou je sais plus comment ça s'appelle, Mmh. mais enfin, tout est clair, tout est rapide, tout est limpide et en fouillant, en se trompant, en faisant des erreurs, bah, en fait, on arrive à monter en compétences sans trop de difficultés et c'est vraiment une première étape, chouette à faire, Ouais, c'est bien documenté. clairement. En comparaison, à un Playwright, en niveau de documentation, on est sur quel, c'est Je mieux, c'est pourrais moins bien? je pourrais pas dire, mais je pense que c'est voilà, faut en tout cas quand j'ai voulu essayer de monter sur Playwright, j'avais déjà un peu fait mes armes sur Cypress OK. et du coup ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé. Après, les difficultés sur Playwright, je crois que ça a été peut-être réglé depuis sur les nouvelles versions, mais il me semble que en tout cas moi quand je l'ai testé, il y avait pas encore la les fenêtres, où on voyait finalement, les actions faites Mmh. par le robot. Cypress, quand on le lance, on a la capacité à voir exactement les actions qu'il fait. On peut retrouver et retracer les différentes actions. C'est très pratique et ça permet d'être sûr que, ce qu'on a développé, ce qu'on a codé, bah, fait bien ce qu'on lui demande et ça, c'est des choses qu'on a plus de difficultés à avoir avec Playwright. Alors, il me semble qu'ils ont amélioré un peu cette partie-là, sur les dernières versions, mais, j'ai pas vérifié depuis. D'accord. OK. Mais Bon. après, il y a tellement de vidéos assez chouettes, c'était, je sais plus, bah, c'est pareil, je sais plus comment il s'appelle, cette personne, qui fait qui est au niveau de la QA, dans le monde, américain et où ils font des concours régulièrement. Des concours entre, Cypress Playwright ou, Cypress Selenium et où en fait, en gros, bah, il y a un expert Cypress, un expert Selenium et ils sont chacun de leur côté. On leur demande, «Code-moi le clic sur ce bouton-là» Mmh. et les 2 s'affrontent pour voir, bah, ça a fait tant de lignes de code, ici j'en ai tant, quand je l'exécute ça prend 5 secondes, moi ça en prend 3. Mmh. Et c'était hyper intuitif, c'est hyper chouette et si vous connaissez pas non plus, ça sera encore un autre lien que je pourrais vous partager. On va finir avec une liste énorme Ah de ça liens. écoute, ça donne des ressources, ça donne beaucoup de ressources. Tu es la deuxième personne qui me vend, Cypress, aussi bien. C'est accessible en fait et Ouais. ça, c'est vraiment chouette. Après il y a plein d'autres choses, qui font que c'est assez particulier. Ils prennent aujourd'hui une tournure qui est un peu particulière, entre autres sur, bah, c'est un post que j'ai mis sur le Slack de la test communauté là récemment, Mmh. mais sur le fait que, ils ont bloqué, ils bloquent quelques librairies. Entre autres Sorry Cypress, qui permet d'éviter d'utiliser Cypress Dashboard. Donc c'est tout ce qui est rapport de test Mmh. et heu et donc voilà, c'est normal. C'est je sais pas si c'est le bon move à faire. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils pour gagner un peu plus d'utilisateurs sur, Cypress Dashboard, ils bloquent les extensions qui font un peu la même chose que ce qu'ils proposent et c'est pas voilà. C'est pas très malin quand même. Je sais pas si c'est comme ça qu'on gagne des parts de marché. Mmh. C'est plutôt en réussissant à mon sens, c'est plutôt en réussissant à montrer que ce qu'on apporte avec Cypress Dashboard, bah, ça apporte encore plus de choses et c'est peut-être plus comme ça que j'aurais essayé de faire les choses, mais bon, Ouais, c'est il pas devrait moi qui suis à la peut-être, s'inspirer d'OpenAI. Maintenant tu as le plugin, partout et en fait, tout le monde a envie d'utiliser parce que c'est dispo partout, quoi. Mais bon, c'est vrai. décision stratégique. Mais j'ai hâte de savoir si je t'ai converti à Cypress, peut-être. On verra plus tard, mais clairement, si demain, je me mets à fond, dans l'automatisation, je pense que oui, je commencerai par ça. Ça, c'est y a pas de doute. Top. Voilà. Alors, est-ce que tu as une question pour moi, Jeremy? Est-ce que j'ai une question pour toi? Ouais. C'est une très bonne question.
Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Après, tu pas obligé Heu, d'en avoir, hein. si, mais de ce que je comprends, du coup, tu fais pas du tout d'automatisation. Comment tu t'en sors, toi, justement, dans le monde de la QA aujourd'hui, Mmh. sans peut-être connaître l'automatisation? Est-ce que c'est difficile des fois ou est-ce que, finalement, on arrive à être, QA analyste? C'est un peu le Ouais, terme aujourd'hui, plutôt que QA engineer. alors on arrive à s'en sortir. Après, moi, la chance que j'ai, c'est que, avant de faire ma formation dans le test, j'avais fait, le bootcamp du wagon pour apprendre justement, à coder parce que je voulais voir comment ça fonctionnait, tu vois? Donc j'ai eu la possibilité, je l'ai fait. Donc en fait, ça m'a apporté, vachement de billes. Là, aujourd'hui, la discussion qu'on a eue, c'était clair, heu, parce que justement, j'ai eu la possibilité de faire ça, tu vois? Et au quotidien, je fais des tests d'API, je bosse avec Postman. Et à côté de ça, je tâtonne un petit peu, si tu veux. Donc il y a une petite appétence technique qui fait que, bah, en fait, ça se passe très bien. Si je discute avec un dev, il me dit, tu vois, t'as ça, 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 ça se passe très bien aussi, tu vois. Et puis maintenant, bah, si j'ai pas la réponse, je fais comme tous les devs. Je vais sur Stack Overflow, je Ou regarde, ou ChatGPT maintenant. ou ChatGPT, et clairement, ça m'aide à comprendre et ça facilite les choses. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que, aujourd'hui, tu peux plus te contenter d'être juste analyste, fonctionnel ou analyste manuel, à moins de connaître ton produit parfaitement, tu vois? Si tu es sur un produit que tu maîtrises comme pas possible, peut-être même encore mieux que, je sais pas moi, le métier qu'il utilise, tu vois? Si tu là-dessus, effectivement, tu vas venir apporter une valeur ajoutée. Mais c'est ce que disait Abderrazak, dans l'épisode d'avant, que en fait, tu peux pas rester sur tes acquis parce que en fait, tu vas finir par te faire bouffer à un moment donné. Mais finalement, ça, c'est vrai dans presque n'importe quel travail, en fait. Mais c'est vrai dans n'importe quel travail, exactement. Donc maintenant, c'est à chacun. Est-ce que tu as envie, de rester sur un truc que tu maîtrises, tu sais le faire, mais le risque, c'est que, bah, vu comment les choses vont vite, tu peux te retrouver dépassé et en termes d'employabilité, ça va être plus compliqué pour toi. Mmh. Ou alors tu dis: «Je pars là-dedans, mais en fait, je deviens un expert et en fait, j'aurai telle expertise qui va me permettre de». Ou est-ce que, bah, tu essaies un petit peu de t'ajuster, de comprendre et puis d'essayer de te former un petit peu en continu, tu vois? Mmh. Ouais, C'est non, mais c'est 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 un choix. et du coup, tu sais à quoi ça m'a fait penser quand tu m'en as parlé là de du côté un peu expert? J'ai repensé en fait, bah, ces fameux product support spécialistes, chez celle-ci avec qui je travaille, Ouais. qui finalement, bah, comme tu dis, sont des experts fonctionnels. Ils connaissent la solution par cœur et en fait, ils deviennent des sachants qui peuvent accompagner sur du bug de prod, sur, certaines features. On les Mmh. sollicite sur certaines features parce que justement, ils ont une aide hyper précieuse pour être sûr de savoir qu'on fait pas de bêtises ou qu'on est en train de modifier des choses et que c'est pas des choses peut-être qui existent déjà parce que quand on arrive sur des fonction des outils qui sont tellement gros et qui ont tellement de fonctionnalités que, bah, des fois on oublie carrément de certaines fonctionnalités, quoi. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il y a des places pour tout le monde, mais la part des personnes techniques, hem, sera plus demandée, tu vois? Avec le temps qui passe. Au fur et à mesure Mmh. que le temps va passer, ça va être beaucoup plus demandé. Mais il y aura quand même toujours de la place pour des testeurs fonctionnels parce que, bah, en fait, il faut bien des gens qui regardent comment ça se passe côté utilisateur, et voilà. Puis il y a des choses que tu peux pas automatiser, tu vois? Je teste sur des automobiles et à un moment donné, tant que la voiture autonome n'existe pas, tu peux pas, et encore, et encore, Ouais. il y a des choses que tu peux vraiment pas du tout automatiser. Voilà. Non, mais c'est vrai, tout à fait et alors pour parler d'automatisation, tu me fais penser aussi à ça, tu sais, l'automatisation, on en parle depuis que je travaille. Mmh. Donc il y a 15 ans déjà, on parlait déjà d'automatisation Mmh. et on parlait déjà de, notre travail va disparaître, l'automatisation arrive. Puis finalement, bah, pareil, on est en 2023 et en fait, on est toujours là. Voilà. On a toujours besoin de QA. On a toujours besoin de QA
qui sont pas forcément techniques. Quand je dis pas forcément techniques, c'est qu'ils vont peut-être pas aller mettre les mains pour faire du code automatisé, pour faire du code tout court, pardon. Mais ça montre qu'il y a un vrai besoin finalement. Oui. Bon, j'espère que ça a répondu à ta question, en tout cas. Top, voilà. Bon. Eh ben, écoute, tu veux rajouter un petit truc, où est-ce qu'on peut te retrouver déjà sur le Slack de la Test Communauté, une ressource supplémentaire que tu veux partager, un dernier mot pour la fin? Est-ce que j'ai un dernier mot pour la fin? J'ai pas forcément de dernier mot pour la fin. Moi, je suis à Bordeaux. Si on veut se retrouver à Bordeaux, je sais qu'il y a des initiatives qui commencent là à Bordeaux. Mhm. Il y a quelques personnes qui vont se retrouver. Et c'est comme tout. Enfin, clairement, les initiatives sur la QS, c'est chouette. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans une petite ville, à chercher d'autres QA proches de vous pour échanger, parce qu'encore une fois, l'échange, c'est hyper important. Ça apporte tellement de choses que il faut le faire. Ça ouvre l'esprit, ça montre ce qui existe, ce qu'on peut prendre, ce qu'on peut pas prendre. Il y a des choses qu'on pourra prendre, c'est sûr. Il y a des choses qu'on prendra pas. C'est comme tout, en fait. C'est ça l'agilité, à mon sens. Et c'est ce qu'il faut faire. Prendre les bonnes choses qu'on considère importantes pour mon entreprise. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose de bien? Si c'est le cas, faut foncer et il faut y aller. Très philosophique comme clôture. Merci. J'aurais pu être philosophe, c'est ça aussi? C'est ça. Écoute, UX, philosophe, c'est multipotentialité. Non, c'est très bien, c'est très bien. Ouais, écoute, merci beaucoup pour ton temps, Jérémy, et puis pour notre échange. Et puis, à bientôt. Eh ben, merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps. Et puis, peut-être que la prochaine fois, c'est toi qu'on interviewe. Maybe. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.